Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes. Bienvenue à ce nouveau panel de discussion organisé par Profine TV à l'occasion de la 11e édition du Sommet international de la finance en Haïti et tenu par le groupe Croissance, la BRH et le groupe Profine. Mon nom c'est Valérie Fizemé, donc je vais faire office de modérateur. Et ensemble, on va débattre autour du thème santé et entrepreneuriat avec nos deux chers invités, Dr Harry Beauvais, PDG de Chitaï, et M. Ralph Edmond, pharmacien et PDG aussi de Pharmatrix. Donc, avec eux, on va débattre autour du thème santé et entrepreneuriat. Bienvenue, messieurs. Donc, Ralph Edmond, vous avez été à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Vous avez terminé ses études en pharmacie en 1984. Vous avez eu une licence en gestion de Baruch College à New York. Et tout récemment, vous avez continué avec les études pour une maîtrise et pour un MBA à la prestigieuse Université de Miami. Et puis, avec nous aussi, on a Harry Beauvais, PDG de Chitaï, qui est obstétricien et également endocrinologue de la reproduction. Alors, messieurs, bienvenue à ce panel de discussion. Bienvenue, bonsoir. Merci pour l'invitation, Valérie. C'est sûr que nous allons passer un bon moment ensemble et débattre d'un sujet d'importance pour le public. Et on va voir. Alors, je disais d'emblée que Ralph Edmond est PDG de Pharmatrix, mais déjà, permettez au public de savoir davantage sur Pharmatrix. Pharmatrix, c'est quoi? Pharmatrix, c'est un laboratoire de production pharmaceutique qu'on a commencé en 1989. Et on a commencé plutôt petit. On avait 2 à 3 employés à l'époque et on fabriquait 2 produits. Bon, aujourd'hui, et pour vous présenter rapidement, nous sommes à plus de 50 produits, 153 employés et quelque chose dont nous sommes très fiers, nous sommes les premiers contributeurs de redevances fiscales à la DGI du secteur pharmaceutique. Et de notre côté, nous avons Harry Beauvais, PDG de Chitaï. Je vais vous laisser le soin de présenter au public c'est quoi Chitaï. Mais déjà, dans l'introduction, j'ai mentionné que vous êtes endocrinologue de la reproduction. Alors, ça veut dire quoi au juste? Être endocrinologue de la reproduction, ça veut dire c'est un spécialiste en infertilité, mais qui attache beaucoup d'importance au côté endocrinologique du traitement de l'infertilité. C'est une sous-spécialité plutôt rare, mais plutôt rare en Haïti, mais qui quand même est importante pour pouvoir gérer un centre de fertilisation in vitro. J'ai fait mes études, comme mon ami Ralph, à l'Université d'État d'Haïti. Et par la suite, j'ai complété ma formation à la Johns Hopkins University, où plus tard j'ai eu aussi une maîtrise en santé publique et des formations en finance et en management. Puis j'ai roulé ma bosse jusqu'à Tel Aviv en Israël, où j'ai passé du temps, où j'ai pris la spécialité en endocrinologie. Alors, juste avant d'entrer d'emblée et dans le vif du sujet, alors je tiens à rappeler à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, que ces contenus seront disponibles en podcast sur le site web www.profine.tv, également sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Il suffit de taper Profine TV. Alors, vous suivez le lancement aussi de Profine TV. Alors, messieurs, et le thème, c'est santé et entrepreneuriat. Donc, la première question, c'est quelle est la radiographie du secteur? Aujourd'hui, quels sont les enjeux, les contraintes, les principaux obstacles quelqu'un qui est professionnel de la santé doit confronter? Si je peux permettre, je voulais vous dire que lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord entreprise. Entreprise, c'est quelque chose qui est là pour générer des revenus. On peut dire mieux encore, l'entrepreneuriat pour générer des revenus, pour générer la richesse, pour tous ceux qui participent à la construction de l'entreprise. Or, nous allons comprendre que dans un pays pauvre comme Haïti, parler d'entrepreneuriat dans le domaine médical, il faut être... C'est un vrai défi. C'est un défi. Il faut être malin,
il faut pouvoir s'adapter à des situations pour corriger des choses invraisemblables des fois et pouvoir surmonter des difficultés. Nous ne sommes pas là pour parler des difficultés, parce que nous sommes là surtout pour parler du fait que, malgré tout, malgré l'état du pays, comme il est, on peut réussir l'entrepreneuriat médical. L'entrepreneuriat médical, pour moi, et d'après moi, devrait se consacrer à ce que un gouvernement, dans un pays comme le nôtre, dans un pays pauvre, ne peut pas offrir à la population. Les entrepreneurs médicaux devraient pouvoir offrir des choses complexes de santé tertiaire et que le gouvernement n'aura jamais les moyens pour subvenir aux besoins qui sont légitimes de la population. Et à ce moment-là, les entrepreneurs médicaux, ils sont là pour combler. Combler, par exemple, apporter des soins tertiaires dans la chirurgie cardiaque interventionnelle, la transplantation d'organes, et l'infertilité, la fertilisation in vitro comme le fait, et aussi dans beaucoup d'autres domaines, parce qu'on va voir nos problèmes, nos besoins de base, nos besoins sanitaires sont tellement immenses que un gouvernement n'aura jamais assez de ressources pour faire les deux à la fois. La prévention, le traitement de base. Et maintenant, l'entrepreneuriat médical, il y a très peu de groupes médicaux qui peuvent se vanter d'avoir pris des risques dans l'entrepreneuriat médical. Ça demande un travail d'équipe, ça demande beaucoup de vision, ça demande beaucoup de passion, de rêve et d'intelligence interactive. Ça demande aussi beaucoup un coefficient émotionnel et d'intelligence émotionnelle assez élevé. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices, Valérie. Quand je dis sacrifice, ça veut dire quoi? S'oublier pour vivre pour le projet. Parce que les financements, nous n'avons pas toujours droit au financement. C'est difficile. Donc, et on va justement revenir sur l'expérience de Chitaï. Mais déjà, je reviens à Harry Bouvet. À Ralph, pardonnez-moi. Alors, Ralph, le déclic pour lancer Pharmatrix, c'est venu comment? Bon, ça a été un déclic naturel. J'étais en pharmacie, je suis pharmacien. Ma famille à l'époque avait plusieurs pharmacies. Il y avait aussi une agence d'importation et de distribution de médicaments. Donc, mon associé et moi, dont le père avait aussi plusieurs pharmacies, à l'investissement, on voulait faire quelque chose en plus. Mais ce qu'il y avait en plus à faire, c'était justement aller en production. Donc, pour nous, ça a été naturel de faire le switch de pharmacie, agence d'importation et d'aller en production. Donc, c'est pourquoi on a commencé petit, et bon, faute de financement à l'époque, et qu'on a pu grandir par les produits qu'on a pu mettre sur le marché, et comme on dit en créole, graisse cochon, cuit de cochon, et à la fois aussi, comme disait le docteur Bouvet tout à l'heure, grâce à des sacrifices énormes qu'on a pu consentir, qu'on a pu grandir, et arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, docteur Bouvet, quelle est la particularité d'être un entrepreneur médical, je dirais un entrepreneur de la santé? L'expérience de Chitaï, et ça a commencé comment? L'expérience de Chitaï a commencé, ça fait pratiquement, je veux dire, 14 ans. Mais ça fait, quand j'avais fondé avec pratiquement mes anciens étudiants à l'université, le Chitaï, et on a pu seulement commencer le programme de fertilisation in vitro 4 ans après la fondation de Chitaï. Et je dois vous dire quoi? Monter un programme d'entrepreneuriat médical en Haïti, ça veut dire c'est un travail d'équipe. On ne peut pas réussir seul. Et une équipe, ça veut dire beaucoup de choses en médecine. Parce que rares sont les associations de médecins, les groupes de médecins qui finissent par s'entendre pour faire un travail dans un même but, avec les mêmes objectifs. Ici en Haïti, c'est difficile de trouver ça. À travers le monde aussi, ce n'est pas toujours facile. Mais en Haïti, encore plus. Maintenant, il a fallu monter une équipe. Et monter l'équipe, c'est trouver des personnes avec la même vision, la même passion, le même rêve, la même agressivité, les mêmes degrés d'éducation familiale. Parce que quand même, il faut protéger l'institution. Il ne faut pas gagner compte, il ne faut pas gagner fissure. Il faut que tout le monde ait le même genre, il faut que tout le monde, avec le même objectif, réussir. Au départ,
Et si on écoutait ceux qui nous regardaient démarrer, ils disaient, ah, ça me paraît tranquille. Donc, il fait utilisation de vitonité en Haïti, c'est bon, qui va le réussir. Mais finalement, la persévérance a prouvé qu'on a pu réussir dans le domaine. Et maintenant, la persévérance a prouvé non seulement nous réussir dans le domaine, et Valérie, son anticipation, sur l'émission que nous avons là, ça fait me songer peut-être 2 ans, 3 ans de ça. Toute équipe là, tout médecin, on allé dans une conférence San Antonio. Et puis, on a regardé. Parce que nous publions les chiffres, il y a des institutions internationales qui publient les chiffres ici. Et puis, pendant que regarder son tableau, il y a un collègue qui dit, quel est ce tableau là, il dit, et puis, là, on regarde tout pourcentage de monde qui réussit en fertilisation in vitro dans le programme PANO. On dit, quel est le problème, ou bien l'autre monde mal noté les chiffres. Et puis, le mal vérifié, je me rends compte que pour une fois, Haïti, nous juste pas dernier dans le bagage. Et chiffre, c'est qui ça, oui? Chiffres montrent que le pourcentage de monde qui réussit avec nous, nous parmi les tops de toute la Caraïbe. Donc, c'est pour te dire que Valérie, on peut faire de bonnes choses en Haïti. Mais faire de bonnes choses, mes amis, en plus de sacrifice. Oui, j'imagine. Alors, Harry Beauvais, et vous avez parlé, j'ai retenu que vous avez parlé pour réussir comme entrepreneur de manière globale, peu importe le secteur, il faut la passion, il faut et la vision, avoir une équipe. Vous avez insisté sur le mot équipe. Mais là, je dirais que c'est des enjeux internes. Maintenant, si on prend et si on aborde la question globalement, de point de vue externe, les obstacles et l'environnement externe. Donc, pour Pharmatrix, qui aujourd'hui peut se targuer d'être parmi l'entreprise qui a versé à l'État le plus dans le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique. Donc, il y a un pionnier en la matière. Mais comment vous en êtes arrivé là? À quel obstacle vous avez dû faire face? Je vais d'abord toucher l'obstacle principal. Et c'est pas avant même de parler des contraintes dues à l'environnement, tout ça. Le principal obstacle du secteur santé en Haïti, c'est le financement. Mais pas le financement traditionnel que tu penserais trouver du financement à la banque ou des bailleurs de fonds. Je regardais les comptes nationaux de santé publiés par le MSPP en 2015-2016. Il y a eu 700 millions de dollars de dépenses, mais quand tu regardes comment ces 700 millions ont été dépensés, il y a 40% que sont les ONG, donc c'est une tranche qui échappe au secteur privé, et parmi ceux qui prennent des soins dans le secteur privé, 75% est payé par le patient. Il n'y a que 4% des dépenses de santé en Haïti qui sont payées par les assurances. Pour 4%. moi, 4%. Et si tu regardes en Europe, c'est presque 90-95%, de même qu'aux États-Unis, quoiqu'ils ont des systèmes de financement différents. Donc pour moi, ce qui est important, c'est comment financer la santé pour que les patients aient le moyen de se payer une santé de meilleure qualité. Donc c'est le premier problème. Quand nous sommes un pays pauvre comme Haïti, et que ce sont les patients qui payent les services de santé, donc l'offre de santé va être extrêmement limitée. Et justement, et là, comment êtes-vous parvenu, bon là la question est lancée pour vous deux, à trouver cette adéquation par rapport avec des consommateurs et des patients qui ont des revenus très faibles, quasiment inexistants, et une offre de santé privée que vous devez donner et qui est coûteuse. Et surtout là, vous êtes dans des spécialisations assez pointues. C'est parce que le marché, tu vois, et la compétition, entre guillemets, est limitée. En Haïti, nous avons 3 laboratoires de production. À ces domaines, il y en a presque 100. Il y a plus de médecins haïtiens en Floride qu'en Haïti. Donc si la compétition était telle qu'elle est à Saint-Domingue ou aux États-Unis, on ne se priverait pas. Et la raison pour laquelle la compétition... Peut-être qu'il y aurait d'autres alternatives au niveau financier. C'est très difficile. Pour moi, le premier problème à adresser, si nous voulons le développement du secteur santé en général, c'est comment le financer de façon communautaire, collective, comme c'est dans tous les pays. Donc, les frais de santé, en général, c'est une partie énorme et du panier de dépenses. Ces frais sont supportés par la communauté.
à travers les assurances, soit étatiques, comme le retrouve le plus souvent en Europe, ce n'est pas mon système favori, soit plutôt vers un peu privé. Ce n'est pas mon système favori pour Haïti. Parce que nous avons des systèmes d'assurance en Haïti qui ne fonctionnent pas. Et je peux même me permettre de le dire, qui sont des banques pour les politiciens. On ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là. Donc, c'est d'abord pour moi trouver un moyen de financer. Alors, docteur Bouvet, et vous avez commencé pratiquement avec Chitaï, et environ 14 ans de ça. De ces 14 années-là, il était plus jeune à l'époque. certainement. Alors, de ces 14 années-là qui se sont écoulées à date, on a eu le tremblement de terre en 2010, et on avait un très gros projet et au niveau médical avec le centre de traitement intégré qui s'est effondré et qui malheureusement ne s'est plus relevé. Et aujourd'hui, en 2020, on a connu la crise sanitaire Covid. Donc, il y a eu à chaque fois des soubresauts, à la fois au niveau national et mondial. Et de ces 14 années-là, depuis que vous existez, à date, qu'est-ce qui a changé et dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement, et dans le secteur? Dans le secteur médical, et avant, je vais faire un ricochet sur une réflexion faite par Ralph dans le domaine de l'assurance. Vous allez comprendre notre stress et notre frustration quand aucune compagnie d'assurance en Haïti ne soutient le traitement à l'infertilité. Donc, je disais 4%, pour toi c'est zéro. Pour moi c'est 0%. C'est 0%. On ne soutient pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis 14 ans, depuis notre arrivée ici, le démarrage de Chitaï à maintenant? Je vais te dire, je suis un petit peu sceptique. Très sceptique. Pas sceptique. Je vais dire, je suis un peu stressé, un peu déçu, parce qu'au départ, il y a un ami de Chitaï, Christian Farel, quand il est venu nous voir, il a été fasciné par notre modèle où on avait démarré notre modèle en une société anonyme, où on avait inclus à la fois les étudiants. Pas des étudiants, mais des jeunes médecins qui ont été des anciens étudiants. Et à ce moment, on s'est rendu compte que le modèle de travail en équipe, de travail en groupe, c'était indispensable pour la réussite dans le domaine médical. On nous a invités, mes collègues et moi, à participer à beaucoup de causeries où il fallait participer, discuter, inviter les uns et les autres. Messieurs, travailler en équipe, nous n'avons réussi à convaincre personne. Nous n'avons réussi, Valérie, à convaincre personne à travailler en équipe. Et je peux vous dire que très peu d'équipes ont été formées. Je n'en connais que 2 ou 3 au hasard. Maintenant, vu les besoins du pays en matière médicale, on devrait créer au moins chaque année une œuvre médicale spectaculaire. Spectaculaire, ce n'est pas dans le sens du volume et de l'hôpital ou même du centre qui devrait être créé. Mais nous n'avons que de très peu, que de rares exemples de médecins qui travaillent à 2 ou à 3, qui prennent le risque de faire des choses. Et nous avons besoin d'hôpitaux sérieux, nous avons besoin d'hôpitaux tertiaires. On ne peut pas tout demander à l'État. Le secteur privé de l'entrepreneuriat devrait pouvoir nous soutenir aussi. Et puis, je vais être un petit peu... pas méchant, mais je vais dire une chose qui me dérange aussi. Je n'ai jamais vu un pays où le secteur privé des affaires, le secteur des riches, ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas à aider des groupes qui font de bonnes choses. Je ne dis pas ça pour Chitaï. Mais ce qui veut dire que moi, j'ai passé du temps aux États-Unis, où vous voyez, dans un hôpital, il y a un pavillon de ceci, pavillon de X, de Y, de personnes riches. Mais ceux qui peuvent, dans ce pays, ils se contentent des soins approximatifs que nous donnons à travers des centres limités, à capacité limitée, et on n'investit pas. Et bien entendu, l'autre chose aussi qui est très bizarre, les banques nous traitent comme un client classique. Il n'y a pas un taux préférentiel pour celui qui investit dans le domaine de la santé. Nous payons nos trucs et nos intérêts au même taux que tout le monde. Et c'est pour vous dire quoi? Valérie,
des fois je me demande si je rêve. Parce que si vous allez chez nous à côté, ou bien encore dans un pays qui veut avancer, veut faire changer les choses, les projets médicaux modernes, c'est chaque année qu'il y a au moins une douzaine qui prennent naissance. Il faut faire des choses. Et maintenant, là, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Zéro. Et pendant ces 4 ou 5 dernières années, zéro. La plus grande entreprise réalisée en Haïti, ça fait presque 70 ans déjà, c'était l'hôpital du Canapé Vert. Puis après, 50 ans après, notre ami a fait le CDTI avec un groupe de médecins et vous savez comment s'est terminée l'aventure. Par la suite, il faut prendre le relais. Il faut une chose extraordinaire. Je ne parle pas du volume là. Alors, je vous coupe un instant. Et je rappelle à ceux qui nous suivent qu'on est en train de débattre autour du thème santé et entrepreneuriat et avec nous sur le panel, dans le cadre du lancement de Profine TV et également à l'occasion de la 11e édition du Sommet international de la finance. Donc nous avons sur le plateau Harry Beauvais et Ralph Edmond, et Harry Beauvais de Chitaï et Ralph Edmond et de Formatrix. Alors, la question c'est que vous avez insisté beaucoup sur la difficulté à trouver des professionnels de la santé qui se mettent ensemble pour faire monter de grands projets entrepreneuriaux dans le domaine, et quoi qu'il y a des besoins énormes dans le secteur. Ah ouais. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas voir par là le cursus universitaire? Est-ce que ce n'est pas dans la formation à l'université qu'il faudrait déjà inculquer cette culture entrepreneuriale? Est-ce que le médecin, le pharmacien, le technicien en laboratoire qu'on produit n'est pas orienté uniquement à se chercher un boulot à l'hôpital ou à voyager pour aller faire une spécialisation à l'étranger pour ne plus revenir? Tu as répondu à la question. Il faut effectivement avoir l'âme, l'esprit d'entrepreneur. Entrepreneur, oui, c'est vrai, tu vas à l'école, tu prends des cours d'entrepreneuriat, mais il faut avoir l'esprit. Il faut avoir la passion pour la réussite, l'agressivité. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui motive les gens. Est-ce que tu comprends, Valérie? C'est quelqu'un qui veut que les choses changent dans le pays. Il travaille nuit et jour, il réfléchit. Et ce monsieur qui est là avec moi, nous travaillons nuit et jour. Ce qui veut dire pas un bon matin. Bon, maintenant, nous avons des projets. Il a plein de projets, il va faire des choses extraordinaires. Moi aussi, j'ai plein de choses dans la tête. Mais ce qui veut dire qu'il faut maintenant, Valérie, la chose va commencer à se compliquer. Ou allons dire que nous avons trouvé l'équipe. Nous avons une équipe passionnée. Nous avons l'équipe, nous avons l'idée. Nous avons l'idée. Le projet et est là. puis demain matin, nous avons l'argent, nous avons le financement. Et puis, les choses se compliquent. Les choses se compliquent. Et qu'est-ce qui les complique? Eh bien, les choses qui se compliquent, le pays comme il est. Le pays comme il est. Et il y a quelque chose que j'aime à dire pour mes étudiants à l'université. Dans ce pays, on n'admet pas de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Pelé. Nous sommes tous pareils. On ne connaît pas l'excellence. Et vous emmerdez tout le monde lorsque vous voulez faire des choses spectaculaires et intéressantes de ce pays. Vous avez besoin pour déranger Mounio. Et pourtant, tout le monde doit être fier. Mon cher, on connaît, voilà ce qui sont fait. On doit être fier des réalisations haïtiennes. On doit célébrer et ceux qui font du succès. Formatrix, c'est peut-être mettre un statut pour Formatrix en Haïti. L'Ikembe. Où seul? Oui, je suis pas. Allez-y. Formatrix. Non, mais, bon, Mexico. Nous parlons, lorsque je vois le parcours de Formatrix, qui ressemble au parcours de Chitaï. Nous ne parlons pas de riches qui arrivent avec un volume d'argent, qui investissent dans le bagage, non? Nous parlons de piocheurs. Oui, vous avez dit, vous avez commencé avec 10 000 Ah gourdes. là là. 10 000 gourdes, mon associé, moi et 3 employés. Mais je pense que quand l'entrepreneuriat, comme dit Harry, c'est vraiment un esprit. Il est normal qu'à l'école, tu vois, les étudiants n'apprennent pas. Et à l'école de médecine ou de pharmacie, on ne va pas vous apprendre la comptabilité, la gestion et tout. Mais si vous avez le désir de devenir entrepreneur, il faut parler le langage de l'entrepreneuriat et vous pouvez prendre d'autres cursus, soit prendre une licence, soit prendre une maîtrise, soit prendre des certificats. Mais l'essentiel pour moi, pour un entrepreneur est quelqu'un qui va saisir des opportunités en prenant des risques. L'entrepreneur est celui qui va prendre les risques. Parce que dans ma vie, à plusieurs fois,
j'ai vu des opportunités, j'étais en groupe pour les saisir, mais ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des risques. Est-ce que là, on est en train de dire que cette faculté à saisir les opportunités, elle est innée ou il y a des facteurs qui la façonnent? Non, je pense que on peut tout apprendre. Et ce n'est pas tout le monde qui va avoir des opportunités, mais même dans le groupe qui va les voir, ce n'est pas tout le monde qui sera à même de prendre des risques. Donc, et moi je me rappelle, quand je vais à des réunions, et si jamais on parle d'affaires, ma technique à moi, c'est peut-être sur la 3e ou 4e réunion, si l'opportunité est réelle, je vais demander à chacun de venir avec une somme d'argent pour déposer, pour que le projet démarre. Mais en général, quand tu arrives à cette étape, la moitié de ceux qui sont là vont s'évaporer. Et des fois, malheureusement, celui qui est porteur de l'idée de l'opportunité. Donc, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Ma capacité aujourd'hui à supporter les risques n'était pas celle que j'avais quand je venais de débuter. Donc, on peut l'apprendre, on peut l'améliorer. Et surtout maintenant, quand on dit supporter des risques, c'est dans la conjoncture dont on parle. Donc, s'il y a un pays là que tu restes fermé 10 jours pendant le mois, la banque, le 31, va sur ton compte et va prendre le paiement. Donc, il faut, moi je dirais d'abord, s'assurer qu'on est très bien formé. Je dis toujours, si on va vivre en Chine, il faut parler le mandarin. Mais c'est la même chose. Si vous allez en affaires, il faut parler business. Il faut être très bien formé et d'abord faire les affaires comme cela se doit. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les affaires et qui les font de façon un peu folklorique. Il n'y a pas vraiment d'état financier mensuel, il n'y a pas de bonne analyse, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de plan d'affaires. Moi, je dis qu'il faut le faire comme on doit le faire. Et maintenant, le vrai rôle de l'entrepreneur, c'est de saisir l'opportunité et supporter les risques. Et une réaction, non? J'allais ajouter, il y a un point commun. Et c'est fascinant de voir que je me retrouve sur le même palier que Ralph. On a un point commun, c'est que on a toujours envie de partager les bonnes expériences, celles qui réussissent avec les plus jeunes. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut partager les bonnes expériences avec les autres, Valérie. Parce que regarde ce qui se passe dans les pays qui réussissent, aux États-Unis ou en Europe, ou même en Asie aussi. Il y a ce transfert d'expérience, il y a le transfert des bonnes expériences. Celui qui réussit, l'école libre, lire les livres blancs, The Secret of Something. Les secrets de telle chose. Mais les bons bagages, déterminer pour venir riche même j'avais, pour réussir même j'avais. Donc là, vous suggérez, au lieu d'avoir des livres ici chez nous qui parlent des causes de nos échecs, on peut faire de se focaliser davantage sur les raisons de notre succès. Exactement. Ce qui veut dire que les modèles à succès, il faut les imiter. Il faut les mettre en valeur. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui a échoué, qu'est-ce que vous avez fait pour échouer, il ne sait même pas. Il ne sait même pas demander. C'est plus facile de demander au meilleur qu'est-ce qu'il a fait. Et puis on est là pour partager. Il faut d'abord aussi développer en Haïti la culture du succès. Parce que beaucoup de fois, ceux qui ont le succès ne veulent pas se mettre en exergue pour des raisons de sécurité, etc. et de haïssable. Mais je pense qu'il faut d'abord penser à changer la culture. Alors c'est intéressant parce que si j'essaie de résumer à date tout ce qu'on s'est dit, alors je m'attendais en vous posant la question de c'est quoi la radiographie du secteur, quels sont les obstacles, je m'attendais à avoir et tout un développement sur l'accès au financement, et les problèmes politiques, etc. Mais là, je vois que vous mettez beaucoup d'emphase sur la nécessité de se former pour celui qui veut se lancer en affaires, de se former, de parler le langage d'affaires. Et vous avez parlé de l'équipe, de la vision, de la passion, de l'idée et surtout de se mettre en position de saisir les opportunités. Donc là, maintenant, on est en 2021 et on est pratiquement à l'ère du numérique. Et comment est-ce que vous avez intégré les technologies dans ce que vous faites comme entreprise, dans le secteur médical? Et c'est l'un des plus grands reproches qu'on a. On se dit, aujourd'hui, on pratique la médecine en Haïti de manière très archaïque. On oublie un petit peu ce qui se fait et à travers autour de nous. Donc, comment est-ce que vous avez pu faire? Parce que je sais que vous êtes des pionniers dans le domaine. Je n'ai pas le choix. Tout est numérisé chez moi. Tout est informatisé. Tout est électronique. Les laboratoires, bon, on n'a pas le choix. Il n'y a rien de manuel là, parce qu'on est en train de travailler en médecine de pointe, on n'a pas le choix. Et Valérie, c'est pendant que j'écoute mon ami et frère Ralph
qu'il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Ce monsieur, c'est un expert en arts martiaux. Je vais te dire une théorie que j'ai développée pour mes étudiants sur les arts martiaux, en entrepreneuriat et en leadership. Tu sais quoi? Quand tu as ta première ceinture dans les arts martiaux, il y a une petite ceinture blanche. Ceinture blanche. Il y a un petit jaune, Il fait du il y a un petit marron, il y a un petit bleu. L'autre bon, il y a une ceinture noire. Ceinture noire là, il y a plusieurs degrés, même 10, 12 degrés, dépendant de qui l'école où il est. Donc, on fait première ceinture noire ou fort pile. On fait deuxième ceinture noire ou très fort. Troisième ceinture noire là ou fort. Mais au moment où il faut qu'il lève fort. Ou pas qu'après quatrième, non, si vous n'avez pas un élève qui a une première ceinture noire. Ah non, ben, comme ça, non? Faut qu'on entraîne les gens. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir comment ça se passe chez nous? Depuis l'année arrivée là, c'est ma parole de montrer, guider les autres. Depuis l'année arrivée là, deuxième ceinture, il dit, mon cher, ça va, je n'ai pas besoin de plus long. Comme tout ça, parce que je n'ai pas besoin d'aucun élève qui monte plus haut, il bloqué. Il faut, moi, mon rêve, gravir tout échelon. Si on pourrait transposer ceci, il faut aider, il faut donner ce qu'on a de meilleur en soi. Tu vois ce monsieur, chaque fois qu'il a parlé comme un cassé, il me dit, c'est moi qui ai parlé. Et lui, peut-être la même chose aussi. Parce que, je vais te dire, la folie de réussir chez nous, il faut cultiver ça. L'entrepreneuriat, moi, je vis sous défi. On va tout faire. Non, mais pour moi-même, tu vois, le plus grand défi, c'est, tu vois, en santé. C'est trouver une façon pour financer le secteur, tu vois, avec des assurances, de trouver une assurance communautaire qui soit, où les paiements se font régulièrement. S'il y a cette demande de santé, il y aura l'offre qui va suivre. Donc, je m'inquiète. Pour moi, je développerai comment créer une ou des assurances de santé fiables et viables en Haïti. Alors, je vais vous laisser le soin de faire des recommandations, mais vous basant sur vos expériences, de voir comment, et si vous devriez être, si vous aviez la charge d'élaborer les politiques publiques pour une réforme du système de santé, pour rendre les soins beaucoup plus accessibles, donc comment vous y prendriez? Mais déjà, il y a la Covid, on ne peut pas ne pas en parler. Ça a changé beaucoup de pratiques, beaucoup de rapports. Et quelles sont les leçons apprises pour vous dans le secteur médical? Je peux dire que Ralph va parler tout à l'heure. Il a beaucoup de choses à dire dans le domaine. Dans mon domaine, ça a été très dur pour la population. Parce que la population s'est appauvrie pendant le Covid. La population juste vient pauvre. Comme nous pauvres là, on dégringolade et des taux d'inflation à 19-20. Et malgré tout, le taux du dollar qui s'envole. Et maintenant, ce qui veut dire pour nous, ça a été un coût. On ne peut pas se payer les services privés parce que nous sommes privés. Il faut être honnête. Et les personnes ne peuvent pas s'acheter des médicaments. Vos coûts augmentent. Les coûts n'ont pas changé. Et pendant le Covid, simple incident, je suis désolé de faire l'interaction. C'est pendant le Covid que les problèmes qui nous empêchent de circuler dans les rues, ils ont augmenté. Qu'on appelle tout simplement insécurité, mais qui est une chose beaucoup plus complexe. Est-ce que vous comprenez, Valérie? Donc, ce qui veut dire quoi? Pendant ces 12-14 mois, on a dû se serrer les reins. Et la productivité, elle a chuté. Heureusement que la qualité du travail est restée. La passion n'est pas partie. La passion n'est pas partie. Et je vais vous dire, il y a des passés. Mes amis, je vais vous donner un seul exemple qui va singulariser ce qui s'est passé. Vous voyez l'autre jour, quand il y a eu un problème au bicentenaire, il y a une patiente qui était en pleine session de fibre chez nous, qui sortait de la région de Martissan pour avoir son transfert d'embryon. Tu sais ce qu'elle a dû faire? Madame, c'est bateau le bras. Pas une route. L'obligé pour un bateau, il vient joindre nous pour nous transférer des embryons pour lui. C'est pour tout dire quoi? Des fois, on se demande si on rêve.
les obstacles sont des obstacles de tous les jours. Ils sont imprévisibles. On ne peut pas les corriger parce qu'on n'a pas prévu de formule pour corriger les prévisibles en Haïti. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est la même chose pour Formatrix. Je suppose. Alors, et j'y arrive justement. Donc, la question c'était quelles recommandations vous feriez aujourd'hui si on devrait réformer notre système de santé, et particulièrement sur cette question d'assurance communautaire? Comment financer ce secteur? Comment rendre les soins beaucoup plus accessibles au plus grand nombre? Donc, et là, je pense que ça devrait être la dernière question. Et si tu vas à ces domaines, tu vas pouvoir te payer des scanners, des MRI, plein de choses. C'est parce qu'en général, à ces domaines, il y a l'assurance qui va payer. Et c'est difficile d'avoir un système de santé performant, que ce soit au niveau des pharmacies, que ce soit au niveau des hôpitaux et des cliniques, si la population n'a pas un moyen pour payer soit la consultation, soit les médicaments, soit les analyses. Moi, je dis qu'en Haïti, on pourrait tout changer en termes de panorama si on arrivait à une assurance santé. Je ne veux pas utiliser le terme universel parce que des fois, il est péjoratif. Une assurance santé et qui donne à la population le moyen de se payer les frais de santé. Et pour cela, il faudrait le faire. Je sais que l'État avait des intentions de le faire. Je ne crois pas que l'État, d'après moi, en Haïti, soit le meilleur pourvoyeur d'assurance de santé. Donc, si jamais on arrive à le faire, il y aurait, vu cette augmentation de la demande, une augmentation de l'offre de soins de santé de qualité. Est-ce que là, vous êtes en train de faire un appel au secteur privé, au secteur bancaire privé haïtien ou à une réorientation de l'aide internationale? Moi, je suis en train de faire un appel au secteur privé, à l'État, aux ONG, à ceux qui sont dans le secteur santé, et là, ce sont les trois secteurs. L'État, c'est 11% du secteur santé en Haïti. 11%. Les ONG, 40%. Et le secteur privé, 49%. Donc, moi, je suis en train de faire un appel à ces trois secteurs pour qu'on s'assied ensemble et qu'on trouve comment trouver une assurance qui soit capable, qui donne à la population en général la capacité de se payer des frais de santé de qualité. S'il y a la demande, il y aura une augmentation de l'offre et cette offre sera de toutes les façons de qualité. Donc, pour moi, tant que nous n'aurons pas, tant que les frais de santé seront payés pour ce que j'appelle le out-of-pocket, il y aura une offre limitée de services. Donc, il faut travailler sur la demande en améliorant les moyens de paiement. Alors, Ralph Edmond, et je rappelle, vous êtes PDG de Formatrix et on a avec nous Harry Beauvais également, qui est endocrinologue de la reproduction. Endocrinologue de la reproduction. Alors, qui est PDG de Chita. Et donc, ensemble, on a débattu du thème santé et entrepreneuriat, et ce, ça à l'occasion du lancement de Profine TV. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, téléspectatrices et les internautes, que vous pourrez revoir tous ces contenus et en podcast sur le site web www.profine.tv et également sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Donc, voilà, continuez à nous suivre, abonnez-vous à nos pages, likez, partagez et bien, comme ça, restez au courant de tout ce qui se passe sur l'actualité financière. Donc là, on était en train d'approfondir la question de l'assurance communautaire. Donc vous n'avez pas voulu parler d'assurance universelle, mais plutôt d'assurance communautaire. Bon, l'assurance communautaire, c'est pas vraiment le terme. Donc là, je pense que là, vous allez vraiment dans le financement du secteur. Oui. Mais là, je vois que vous négligez un petit peu le rôle de l'État. Est-ce que là, quand on parle de santé, ce n'est pas à l'État déjà de donner cette impulsion, de créer les conditions pour faciliter plus d'investissements, qu'ils soient privés, pour encourager beaucoup plus d'entrepreneurs à s'investir dans le secteur? Quel est le rôle de l'État dans cette réforme du système de santé? J'adore ta façon de poser la question. Tu réponds à la question. Parce que l'État doit être là pour créer les conditions pour qu'on travaille bien. Les conditions pour qu'on travaille bien, c'est offrir les choses de base. Les choses de base, ça s'appelle les routes, l'électricité, l'eau, les moyens de communication, la sécurité de l'emploi et aussi la justice aussi. L'État, c'est tout ça. L'État, c'est la structure qui protège l'individu, le citoyen, quand il vous dit que si vous allez de ce côté, vous pouvez réussir parce qu'il n'y aura pas d'obstacle
à part l'imprévisible. C'est ça l'État. Maintenant, je vais ajouter quelque chose pour toi. Et allons dire, comme l'a souhaité Ralph, que l'assurance soit disponible. Il y a un autre obstacle qu'on doit franchir. Les individus qui ont perdu de toute leur valeur pendant ces 15-20 dernières années. Ce qui veut dire quoi? J'ai l'impression que c'est pas qu'on devient... On rentre dans un cercle vicieux là. Je vais résumer pour vous. On doit réapprendre à être honnête avec soi-même. On doit apprendre aux étudiants à étudier. Parce que, je dois vous dire que j'ai comme l'impression que la qualité de l'enseignement, ou bien la qualité de ceux qui veulent étudier, a beaucoup diminué pendant ces dernières années. Peut-être parce qu'ils ont assez d'exemples de ceux qui ont étudié beaucoup et qui sont en train de réussir. Peut-être. Peut-être aussi parce que ils n'ont pas l'impression qu'étudier beaucoup, parce que, je vais vous dire, le pays qui réussit, c'est parce que nous fait plus dans l'école, là. Nous fait plus dans l'école, en Chine, en Corée, partout à travers le monde, à Cuba, on passe beaucoup plus de temps dans les livres à étudier qu'à faire toute autre chose. Tout le monde fort. Ça, c'est l'élément de base, tout le monde fort. Et vous avez l'impression que beaucoup de panneaux, élément de base, tout le monde fort. Donc là, on a dit parce que faut que nous redynamiser bagayo. Il faut trouver la recherche de l'excellence, comme dit Ralph, la passion pour les études, ça doit. Si l'État veut une formule, des prix, des bails comme ça, tout ça mélangé, ça veut dire que l'entrepreneuriat, pour nous réussir, on ne peut pas faire d'entreprise avec des cancres, ou bien des moyennement compétents. Et Ralph va compléter pour nous, sûrement. Donc justement, en fait, là, j'ai bien compris et pour réussir comme entrepreneur, et dans la santé particulièrement, la question de la formation est primordiale, l'environnement que l'État doit favoriser en termes de sécurité, de protection sociale pour les citoyens, créer des conditions pour avoir plus de revenus et per capita. Donc tout ça, ça fait partie de cet ensemble pour avoir des entreprises vraiment compétitives et innovantes dans le secteur médical. Alors, et Ralph, vous avez un dernier mot? Regarde, je suis tout à fait d'accord, sauf que vu que je suis plutôt aussi jeune et que malheureusement j'ai l'impression d'avoir moins de temps devant que derrière, moi je n'attendrai pas l'État. Je pense que c'est à nous, secteur privé, et de prendre un certain leadership et d'amener les autres secteurs à la table. L'État a son rôle, mais je pense que l'État n'a pas le leadership. Et il faudra quand même que notre secteur, et moi je recommande que le secteur privé, le fasse, se réapproprie le leadership de ce... Une toute dernière question. Je ne sais pas lequel d'entre vous va répondre. Là, il répond. On parle de l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé, mais quelqu'un qui voudrait s'y intéresser, quels sont les chiffres? Quels sont les chiffres du secteur? De quoi vous parlez comme chiffre? Est-ce que c'est rentable? Non, les chiffres que je peux vous donner, ce sont les chiffres des comptes nationaux de santé. Ce secteur de 700 millions de dollars, et dans les 700 millions de dollars, tu vas avoir peut-être, je dirais, 100 millions pour le marché des médicaments, peut-être, tu vois, à peu près, je ne sais pas, 200, 300 millions pour les soins de santé. Mais quand je dis ça, tout dedans. Donc, hôpitaux, tout, l'aide externe. Mais si tu regardes ces 700 millions, il faut les comparer à Cuba. Je pense que Cuba, c'est déjà à peu près 2,53 milliards. Il faut les comparer à ces domaines où tu approches les 2 milliards. Déjà, c'est un secteur, c'est 10%, je crois, de notre PIB, de produit intérieur brut, pour te donner une idée. Environ. Et bien, par contre, là, le budget de la santé a été important l'année dernière avec la Covid, mais quand tu regardes ce qu'ils ont, il n'y a pas les chiffres en tête. Mais classiquement, si je ne me trompe pas, les budgets de santé tournaient autour de 7% du budget national. Oui, 7-8%. Et ce qui arrivait, c'est que l'année dernière, le budget du Parlement était plus important que le budget du ministère de la Santé. C'est ça. Je crois qu'on a apporté des corrections, mais la santé, ce n'est pas un ministère régalien budgétairement.
Alors, messieurs, je vous dis merci. Je crois qu'on a eu de très beaux échanges et on a eu de très belles discussions. Ça n'a pas été un thème assez facile, mais quand même, on a eu deux belles têtes du secteur de la santé. On a eu Pharmatrix, on a eu Shitai. Et comme vous l'avez cessé de le mentionner, il faut mettre en valeur ces histoires à succès, il faut valoriser l'excellence, il faut célébrer l'excellence. Et c'est ce que je retiens surtout de votre expérience. Et c'est tout un honneur pour moi d'avoir pu modérer ce panel de discussion et d'avoir été à vos côtés de immenses succès du secteur de la santé. Merci. Merci beaucoup.